à tous. Sur fond de bruit de crayons, je vous lis la suite du roman Belle Amie de Guy de Maupassant. J'en étais ici. Il examinait ces lettres assemblées qui lui paraissaient mystérieuses, pleines de sens inquiétants. Louis Langremont. Qui était cet homme? De quel âge? De quelle taille? De quelle figure? N'était-ce pas révoltant qu'un étranger, un inconnu, vint ainsi troubler notre vie tout d'un coup, sans raison, par pur caprice, à propos d'une vieille femme qui s'était querellée avec son bouger? Il répéta encore une fois, à haute voix, « Quelle brute !» Et il demeura immobile, songeant, le regard toujours planté sur la carte. Une colère s'éveillait en lui contre ce morceau de papier, une colère haineuse où se mêlait un étrange sentiment de malaise. C'était stupide, cette histoire-là. Il prit une paire de ciseaux à ongles qui traînaient et les piqua au milieu du nom imprimé, comme s'il eût poignardé quelqu'un. Donc il allait se battre au pistolet. Pourquoi n'avait-il pas choisi l'épée? Il en aurait été quitte pour une piqûre au bras ou à la main, tandis qu'avec le pistolet, on ne savait jamais les suites possibles. Il dit « Allons, il faut être craint. » Le son de sa voix le fit tressaillir, et il regarda autour de lui. Il commençait à se sentir fort nerveux. Il but un verre d'eau, puis se coucha. Dès qu'il fut au lit, il souffla sa lumière et ferma les yeux. Il avait très chaud dans ses draps, bien qu'il fît très froid dans sa chambre, mais il ne pouvait parvenir à s'assoupir. Il se tournait et se retournait, demeurait 5 minutes sur le dos, puis se plaçait sur le côté gauche, puis se roulait sur le côté droit. Il avait encore soif. Il se releva pour boire, puis une inquiétude le saisit. Est-ce que j'aurais peur? Pourquoi son cœur se mettait-il à battre follement à chaque bruit connu de sa chambre? Quand son coucou allait sonner, le petit grincement du ressort lui faisait faire un sursaut, et il lui fallait ouvrir la bouche pour respirer pendant quelques secondes, tant il demeurait oppressé. Il se mit à raisonner en philosophe sur la possibilité de cette chose. Aurais-je peur? Non, certes, il n'aurait pas peur, puisqu'il était résolu à aller jusqu'au bout, puisqu'il avait cette volonté bien arrêtée de se battre, de ne pas trembler. Mais il se sentait si profondément ému qu'il se demanda « Peut-on avoir peur malgré soi ?» Et ce doute l'envahit, cette inquiétude, cette épouvante. Si une force plus puissante que sa volonté, dominatrice, irrésistible, le domptait, qu'arriverait-il? Oui, que pouvait-il arriver? Certes, il irait sur le terrain puisqu'il voulait y aller, mais s'il tremblait, s'il perdait connaissance, et il songea à sa situation, à sa réputation et à son avenir. Et ainsi que singulier besoin le prit tout à coup de se relever pour se regarder dans la glace. Il ralluma sa bougie. Quand il aperçut son visage reflété dans le verre poli, il se reconnut à peine et il lui sembla qu'il ne s'était jamais vu. Ses yeux lui parurent énormes et il était très pâle, certes. Il était pâle, très pâle. Tout à coup, cette pensée entra en lui, à la façon d'une balle. Demain, à cette heure-ci, je serai peut-être mort. Et son cœur se remit à battre furieusement. Il se retourna vers sa couche et il se vit distinctement étendu sur le dos, dans ces mêmes draps qu'il venait de quitter. Il avait ce visage creux qu'ont les morts et cette blancheur des mains qui ne remueront plus. Alors il eut peur de son lit et afin de ne plus le voir, il ouvrit la fenêtre pour regarder dehors. Un froid glacial lui mordit la chair de la tête aux pieds. Il se recula, haletant. La pensée lui vint de faire du feu. Il l'attisa lentement sans se retourner. Ses mains tremblaient, un peu d'un frémissement nerveux. Quand elle touchait les objets, sa tête s'égarait. Ses pensées, tournoyantes, hachées, devenaient fuyantes et douloureuses. Une ivresse envahissait son esprit comme s'il eût bu. Et sans
se dit: je vais écrire à mes parents en cas d'accident. Il s'assit de nouveau, prit un cahier de papier à lettres et traça: mon cher papa, ma chère maman. Puis il jugea ces termes trop familiers dans une circonstance aussi tragique. Il déchira la première feuille et recommença: mon cher père, ma chère mère. Je vais me battre au point du jour, et comme il peut arriver que... Il n'osa pas écrire le reste et se releva d'une secousse. Cette pensée l'écrasait maintenant. Il allait se battre en duel. Il ne pouvait plus éviter cela. Que se passait-il donc en lui? Il voulait se battre. Il avait cette intention et cette résolution fermement arrêtée. Et il lui semblait, malgré tout l'effort de sa volonté, qu'il ne pourrait même pas conserver la force nécessaire pour aller jusqu'au lieu de la rencontre. De temps en temps, ses dents s'entrechoquaient dans sa bouche avec un petit bruit sec, et il se demandait: mon adversaire s'est-il déjà battu? A-t-il déjà fréquenté les tirs? Est-il connu? Est-il classé? Il n'avait jamais entendu prononcer ce nom. Et cependant, si cet homme n'était pas un tireur au pistolet remarquable, il n'aurait point accepté ainsi, sans hésitation, sans discussion, cette arme dangereuse. À l'heure du roi se figurait leur rencontre, son attitude à lui et la tenue de son ennemi. Il se fatiguait la pensée à imaginer les moindres détails du combat, et tout à coup il voyait en face de lui ce petit trou noir et profond du canon dont allait sortir une balle. Et il fut brusquement pris d'une crise de désespoir épouvantable. Tout son corps vibrait, parcouru de tressaillements saccadés. Il serrait les dents pour ne pas crier, avec un besoin fou de se rouler par terre, de déchirer quelque chose, de mordre. Mais il aperçut un verre sur sa cheminée, et il se rappela qu'il possédait dans son armoire un litre d'eau de vie presque plein, car il avait conservé l'habitude militaire de tuer le ver chaque matin. Il saisit la bouteille et but, à même le goulot, à longues gorgées, avec avidité. Et il la reposa seulement lorsque le souffle lui manqua. Elle était vide d'un tiers. Une chaleur pareille à une flamme lui brûla l'estomac, se répandit dans ses membres, raffermit son arme en l'étourdissant. Il se dit: je tiens le moyen. Et comme il se sentait maintenant la peau brûlante, il rouvrit la fenêtre. Désolé, ma chaise grince à mort. Le jour naissait, calme et glacial, là-haut. Les étoiles semblaient mourir au fond du firmament éclairci. Et dans la tranchée profonde du chemin de fer, les signaux verts, rouges et blancs pâlissaient. Les premières locomotives sortaient du garage et s'en venaient en sifflant chercher les premiers trains. D'autres, dans le lointain, jetaient des appels aigus et répétaient leurs cris de réveil, comme font les coqs dans les champs. Du roi pensait: je ne verrai peut-être plus tout ça. Mais, comme il sentit qu'il allait de nouveau s'attendrir sur lui-même, il réagit violemment. Allons, il ne faut songer à rien jusqu'au moment de la rencontre. C'est le seul moyen d'être grave. Et il se mit à sa toilette. Il eut encore, en se rasant, une seconde défaillance, en songeant que c'était peut-être la dernière fois qu'il regardait son visage. Il but une nouvelle gorgée d'eau de vie et acheva de s'habiller. L'heure qui suivit fut difficile à passer. Il marchait de long en large, en s'efforçant en effet d'immobiliser son âme. Lorsqu'il entendit frapper à sa porte, il faillit s'abattre sur le dos, tant la commotion fut violente. C'étaient ses témoins, déjà. Ils s'étaient enveloppés de fourrure. Rival déclara, après avoir serré la main de son client: il fait un froid de Sibérie. Puis il demanda: ça va bien? Oui, très bien. On est calme, très calme. Allons, ça ira. Avez-vous bu et mangé quelque chose? Oui, je n'ai besoin de rien. Boisrenard, pour la circonstance, portait une décoration étrangère, verte et jaune, que du roi ne lui avait jamais vue. Ils descendirent. Un monsieur les attendait dans le landau. Rival le nomma.
balbutiant. Je vous remercie. Puis il voulut prendre place sur la banquette du devant et il s'agit sur quelque chose de dur qui le fit relever, comme si un ressort l'eût redressé. C'était la boîte au pistolet. Rival répétait « Non !» Au fond, le combattant et le médecin, au fond. Duroy finit par comprendre et il savait ça, à côté du docteur. Les deux témoins montèrent à leur tour et le cocher partit. Ils savaient où on devait aller. Mais la boîte au pistolet gênait tout le monde, surtout Duroy, qui eût préféré ne pas la voir. On essaya de la placer derrière son dos. Elle cassait les reins, puis on la mit debout entre Rival et Boisrenard. Elle tombait tout le temps. On finit par la glisser sous les pieds. La conversation languissait, bien que le médecin racontât des anecdotes. Rival seul répondait. Duroy eût voulu prouver de la présence d'esprit, mais il avait peur de perdre le fil de ses idées, de montrer le trouble de son âme, et il était entré par la crainte torturante de se mettre à trembler. La voiture fut bientôt en pleine campagne. Il était 9 heures environ. C'était une de ces rudes matinées d'hiver, où toute la nature est luisante, cassante et dure, comme du cristal. Les arbres, vêtus de givre, semblent avoir sué de la glace. La terre sonne sous les pas. L'air sec porte au loin les moindres bruits. Le ciel bleu paraît brillant à la façon des miroirs, et le soleil passe dedans. L'espace éclatant et froid lui-même, jetant sur la création gelée des rayons qui n'échauffent rien. Rival disait à Duroy. J'ai pris les pistolets de chez Gastine Renette. Il les a chargés lui-même. La boîte est cachetée. On les tirera au sort d'ailleurs avec ceux de notre adversaire. Duroy répondit machinalement. Je vous remercie. Alors, Rival lui fit des recommandations minutieuses, car il tenait à ce que son client ne commît aucune erreur. Il insistait sur chaque point plusieurs fois. Quand on te demandera « Êtes-vous prêts, messieurs ?» vous répondrez d'une voix forte « Oui ». Quand on commandera « Feu », vous élèverez vivement le bras et vous tirerez avant qu'on ait prononcé 3. Et Duroy se répétait mentalement. Quand on commandera feu, j'élèverai le bras. Quand on commandera feu, j'élèverai le bras. Quand on commandera feu, j'élèverai le bras. Il apprenait cela comme les enfants apprennent leurs leçons, en le murmurant à satiété, pour se le bien graver dans la tête. Quand on commandera feu, j'élèverai le bras. Le landau entra dans un bois, tourna à droite dans une avenue, puis encore à droite. Rival, brusquement, ouvrit la portière pour crier au cocher, là, par ce petit chemin. Et la voiture s'engagea dans une route à ornières entre deux taillis, où tremblotaient des feuilles mortes portées d'un liseré de glace. Duroy marmottait toujours, quand on commandera feu, j'élèverai le bras. Et il pensa qu'un accident de voiture arrangerait tout. Oh, si on pouvait verser, quelle chance, s'il pouvait se casser une jambe. Mais il aperçut au bout d'une clairière une autre voiture arrêtée et 4 messieurs qui piétinaient pour s'échauffer les pieds. Et il fut obligé d'ouvrir la bouche tant sa respiration devenait pénible. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.